va appeler un tsunami. D'ailleurs, ça me plairait beaucoup de vous faire un épisode sur Fukushima. Du coup, j'ai rien compris à Fukushima. Allez, générique. Bonjour à tous, c'est Obiyan. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet et voyons ce qui s'est passé à l'accident de Fukushima. Commençons par expliquer un peu comment fonctionnent les réacteurs de Fukushima. Oui, je dis bien les réacteurs, car dans la centrale de Fukushima, ils sont au nombre de 6. Mais leur fonctionnement est quasiment identique pour les 6. Comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur le nucléaire, l'énergie, et donc la chaleur développée dans un réacteur nucléaire, c'est dû aux fissions des atomes d'uranium. C'est le cas dans tous les réacteurs, sauf qu'ici, il y a une différence avec les réacteurs français. Il ne s'agit pas d'un réacteur à eau pressurisée, mais d'un réacteur à eau bouillante. Quelle est la différence? Eh bien la différence se situe au niveau de la conception elle-même. Dans un réacteur à eau bouillante, l'eau qui se vaporise est la même que l'eau qui est chauffée par les fissions nucléaires. Alors que dans un réacteur à eau pressurisée, l'eau qui va être chauffée par les fissions nucléaires ne va pas être la même que l'eau qui va être vaporisée. Ensuite, l'utilisation de cette vapeur va rester identique à tous les réacteurs. La vapeur va entraîner des turbines, qui vont entraîner des alternateurs et qui va fournir l'électricité. Un réacteur nucléaire, ça chauffe. On a donc besoin de moyens de réfrigération, des moyens normaux et des moyens de secours. Et oui, il faut pouvoir continuer à refroidir le réacteur même après une perte électrique. C'est pour ça que l'ensemble des centrales dans le monde sont équipées de groupes électrogènes et de batteries. Au niveau des 6 réacteurs de Fukushima, les réfrigérations de secours sont différentes. La réfrigération de secours du réacteur numéro 1 n'est pas la même que celle des 5 autres réacteurs. Le réacteur numéro 1 a pour réfrigération de secours un condenseur simple. Un condenseur, c'est quoi? Un condenseur, c'est une grosse capacité à l'intérieur de laquelle il y a de l'eau froide. Cette eau froide va nous permettre de réfrigérer le réacteur. La vapeur produite par le réacteur va partir vers le condenseur, être réfrigérée, se condenser, et l'eau va être récupérée et envoyée directement vers le réacteur par gravité. Pour les 5 autres réacteurs, c'est différent. Il y a toujours un condenseur, mais le condenseur est alimenté par un groupe turbopompe. Comment fonctionne cette turbopompe? La vapeur produite par le réacteur va donc passer par la turbine de la turbopompe, puis va ensuite aller vers le condenseur. La vapeur va être refroidie, puis condensée. La pompe entraînée par la turbine va donc aspirer l'eau en fond de condenseur et la réinjecter dans le réacteur. Ensuite, ce qui est important dans les réacteurs nucléaires, c'est de ne pas disséminer les produits radioactifs. C'est pour ça que la conception des réacteurs sont faits comme des poupées russes. Ils sont conçus sur un principe où il y a 3 barrières. La première barrière, ça va être la gaine de combustible. À l'intérieur de la gaine, il y a l'uranium. Cette gaine est un alliage de zirconium. Si la première barrière cède, il faut donc une deuxième barrière pour empêcher les produits radioactifs de partir vers l'extérieur. Cette deuxième barrière, c'est le réacteur en lui-même. L'eau reste à l'intérieur du réacteur et les produits radioactifs aussi. Et enfin, si la deuxième barrière venait à céder, il y a donc la troisième barrière, c'est l'enceinte de confinement. C'est une enceinte étanche où on va garder à l'intérieur l'ensemble des produits radioactifs. Voilà ce qu'il y avait à dire sur la conception des réacteurs nucléaires. Il y a cependant un dernier détail à voir pour bien comprendre ce qui s'est passé à Fukushima. Lorsqu'on arrête un réacteur nucléaire, et donc que les fissions sont arrêtées, l'uranium continue à chauffer. C'est ce qu'on appelle la puissance résiduelle. C'est à ce moment qu'on a besoin des moyens de réfrigération afin de maintenir une température stable dans le réacteur. Maintenant, faisons un bond dans le temps. On se retrouve le 11 mars 2011 au Japon. C'est une journée paisible où tout va bien. Mais à 14h46, la Terre commence à trembler. Pour bien prendre conscience de l'ampleur du phénomène, le Japon n'avait pas été frappé par un séisme de cette ampleur depuis 1000 ans. Et à Fukushima, la centrale nucléaire fonctionne normalement. On a 3 réacteurs qui fonctionnent à plein régime. Les réacteurs 1, 2 et 3. Le réacteur 4, lui, est en maintenance. Il n'a plus d'uranium à l'intérieur de sa cuve. Et les réacteurs 5 et 6, eux, sont à l'arrêt. Lorsque le séisme retentit, personne ne s'alarme. En effet, le Japon est situé à côté d'une faille sismique. Donc les opérateurs ont l'habitude de pallier à ce genre d'événement. Les 3 réacteurs qui fonctionnent à plein régime s'arrêtent conformément à la procédure. La centrale nucléaire perd son alimentation électrique normale et on bascule sur les groupes électrogènes de secours. À ce moment-là, tout est maîtrisé. Tous les réacteurs sont arrêtés, la réfrigération est en cours, tout va bien. Les équipes qui conduisent le réacteur font comme à leur habitude. Ils refroidissent le réacteur en respectant des paliers. Et oui, il faut contrôler la réfrigération. Elle ne doit pas être trop rapide, sinon on va déformer tous les matériaux de la cuve. Et c'est pour ça qu'en conduite normale, sur le réacteur numéro 1, ils vont ouvrir et fermer les vannes plusieurs fois afin d'avoir une vitesse de refroidissement conforme à leur procédure. Bref, tout se passe très bien sur la conduite du réacteur numéro 1. Mais à 15h27 arrive ça. Au niveau de la conception de la centrale, on est paré à l'arrivée d'un tsunami. En effet, il y a eu une digue de 5,7 mètres construite au niveau de la mer en face de la centrale. Sauf que le tsunami en fait 14. Le tsunami passe au-dessus de la digue et envahit complètement la centrale. La vague inonde complètement les sous-sols de la centrale
Sauf qu'il y a un problème, les groupes électrogènes et les batteries se trouvent en sous-sol. Il n'y a donc plus d'électricité au sein de la centrale de Fukushima. Qui dit plus d'électricité, dit plus de mesures. Ils ne savent pas à quel niveau est l'eau dans le réacteur, quelle pression est à l'intérieur du réacteur, bref, ils ne savent rien. C'est le début d'un contre-la-montre pour éviter une catastrophe. Voyons ensuite le déroulé sur le réacteur numéro 1. On verra les autres par la suite. Au niveau du réacteur numéro 1, les vannes qui alimentent en vapeur le condenseur se ferment. C'est normal, il n'y a plus d'électricité. Sauf que dans la tête des opérateurs, les vannes sont toujours ouvertes. Et oui, ils avaient une mauvaise connaissance de leur installation. Donc l'ensemble du personnel pense qu'on continue à refroidir le réacteur. Sauf qu'en réalité, la puissance résiduelle n'est pas évacuée. La température commence donc à monter dans le réacteur. Les équipes de conduite commencent à parler entre eux pour savoir comment récupérer de l'énergie électrique. Après mûre réflexion, ils se rendent compte que leurs voitures sont équipées de batteries. Ils vont donc tous récupérer leurs batteries afin de récupérer une partie du système électrique. Cette solution permet de récupérer quelques indications sur le réacteur. Là, ils se disent c'est bon, c'est sauvé, on a l'indication de niveau dans notre réacteur, on sait où on en est. Au niveau de la lecture du niveau, ils se rendent compte que l'eau est juste au-dessus des barres d'uranium. Sauf qu'une fois de plus, ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'information est erronée. L'eau est déjà bien en deçà des barres d'uranium. Qu'est-ce qui se passe quand l'uranium n'est plus dans l'eau? Eh bien, il va se mettre à chauffer, jusqu'à atteindre des températures extrêmement élevées. Ça peut aller jusqu'à la fusion de l'uranium et de sa gaine. Mais bon, pour eux tout va bien, le cœur est toujours dans l'eau. Ensuite, un opérateur doit se rapprocher du compartiment réacteur. Et là, son dosimètre, l'appareil qui sert à mesurer les radiations, commence à s'affoler. Il faut se rendre à l'évidence, le niveau d'eau dans le réacteur n'est pas celui affiché, et l'uranium commence à fondre. La première barrière qui contient l'uranium a donc cédé, ce qui fait que l'ensemble des produits radioactifs sont dans la cuve. Sauf que l'uranium qui fond, c'est à 2800 degrés Celsius. La cuve ne pourra pas tenir cette température-là. La deuxième barrière est donc elle aussi percée. Tout ce magma en fusion, qui s'appelle le corium, se retrouve donc dans l'enceinte de confinement. On ne tient plus que sur la dernière barrière, la troisième. Elle est étanche et le corium reste à l'intérieur. Enfin, c'est ce que les opérateurs pensent. À partir de ce moment-là, la priorité numéro 1 sera de remettre de l'eau dans le réacteur. Même si le réacteur est percé, on remplira l'enceinte de confinement d'eau, ce qui permettra à minima d'essayer de refroidir le corium. On se retrouve le 12 mars à 15h36. Et là, l'explosion. L'enceinte de confinement n'est plus étanche. L'hydrogène s'est accumulé en dôme du bâtiment. Sachant que l'hydrogène à une certaine concentration en contact d'oxygène va exploser. Voilà ce qui arrive au niveau du réacteur numéro 1. On commence déjà à disséminer des produits radioactifs dans l'atmosphère. Passons maintenant au réacteur numéro 2. Là, la réfrigération fonctionne correctement. Sachant que ce type de réfrigération a une autonomie limitée, l'équipe de conduite commence à voir la suite. Il faut maintenant injecter de l'eau dans la cuve. Comment faire? On va demander à des camions de pompiers de venir, de pomper dans l'eau douce et l'envoyer vers le réacteur. Les pompiers commencent à brancher leur lance, et là, le dôme du réacteur numéro 3 explose à cause de l'hydrogène. Forcément, cette explosion va engendrer des débris de tous les côtés. Et les pompiers vont être dans l'incapacité de brancher le réseau d'eau. Lorsque la turbopompe s'arrête, il n'y a plus de réfrigération dans le réacteur. Et ça va durer pendant 6h30. Je ne vais pas refaire la chronologie, mais à partir de maintenant, ce qui va se passer sur le réacteur numéro 2 sera identique à ce qui s'est passé sur le réacteur numéro 1. Car le dôme du réacteur numéro 2 va lui aussi exploser à cause de l'hydrogène. Pour le réacteur numéro 3, il s'est passé exactement la même chose que pour le réacteur numéro 2, sauf que l'explosion arrive avant. Et enfin, le réacteur numéro 4. C'est celui qui a le cœur déchargé, c'est-à-dire c'est celui qui n'est pas actif. Donc c'est celui où les équipes de conduite n'ont pas d'inquiétude. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a une gaine de ventilation entre le réacteur numéro 3 et le réacteur numéro 4. Donc une partie de l'hydrogène et des produits radioactifs qui étaient présents dans le dôme du réacteur numéro 3 sont partis vers le réacteur numéro 4. C'est pour ça que le dôme du réacteur numéro 4 va lui aussi exploser. Faisons le bilan de cette catastrophe. Il y a 3 cœurs d'uranium qui ont fondu. Aujourd'hui encore, le corium doit être actif au niveau des enceintes de confinement. Il y a eu énormément de produits radioactifs disséminés sur l'ensemble du Japon. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs humaines. Il y a eu des erreurs de conception, par exemple l'ADI qui n'était pas assez élevé pour faire face à un tsunami de cette ampleur, mais il y a eu aussi des erreurs humaines au niveau de la conduite des réacteurs. Un manque de formation a été quand même très ressenti au niveau des équipes de conduite. Je tenais à vous préciser une chose, j'ai volontairement omis des faits dans cette explication. Je ne voulais pas que la vidéo dure 20 minutes. Si vous voulez approfondir le sujet, je mets des liens de vidéos dans la description. Ce sont des vidéos complètes et vous pourrez vraiment voir tout ce qui s'est passé à Fukushima. Enfin, dernier point, je n'ai pas mis d'humour et de personnages dans cette vidéo. Le tsunami a engendré plus de 14 000 morts au Japon. Mais dès la prochaine vidéo, ils sont de retour. Voilà, c'est fini pour cette explication. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour définir le sujet de la semaine prochaine. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et je vous dis que la science soit avec vous.